Et allez l'OM! Comment ça va les amis? J'espère que vous allez tous très bien. Nous sommes mercredi, il est 6h15 pratiquement. Vous êtes au petit-déj? Dites-moi si vous êtes team café, team thé ou une autre team, je sais pas laquelle. Mais en tout cas, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez tous très bien dormi. Et bon courage à ceux qui travaillent la nuit, comme moi d'habitude. Donc je vous envoie de la force. Et ceux qui commencent la journée, je vous envoie aussi de la force. Allez, on va partir sur le mercato, sur l'actualité, c'est ce que vous attendez. Il y a une information qui est tombée hier soir en Italie et on va voir ça concerne qui. Vous l'avez vu normalement dans le titre, ça concerne bien sûr Luis Enrique qui est sur le départ. Pas maintenant, mais pour cet été. On va aussi parler dans l'actualité de la composition d'équipe. Quelle défense on aura, quel milieu on aura, quelle attaque on aura, quel gardien on aura. Non, ça sera Rouli. Mais on va faire ça ensemble sur la fin de vidéo. On y va tout de suite, mais avant ça, on a la force pour la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à disliker. Je vous mets la petite alerte. Le like à gauche, le dislike si ça vous plaît pas, l'abonnement. Vous voulez être abonné à ma chaîne et me donner de la force. Et la petite cloche si vous êtes prévenu des prochains contenus, vidéo ou live. Voilà, n'hésitez pas aussi à commenter aussi sous la vidéo, ça fait très plaisir de vous répondre parce que je lis tous les commentaires, même ceux qui sont désobligeants, même ceux qui me reprennent et qui me disent t'as tort, t'as raison ou si voilà. Donc je prends, je lis et si c'est pas insultant, voilà, je vous réponds tranquillement mais sûrement. Voilà les amis, n'hésitez pas à me donner la force, c'est très important et partagez si vous avez envie. On y va sur quoi? Sur l'introduction, elle est déjà partie, mais sur la suite de la vidéo, ça sera du mercato. Allez, on y va, 5, 4, 2, 1, c'est parti. Et pour commencer, Luis Enrique. Luis Enrique que vous voyez en grand écran, donc il est suivi par plusieurs clubs. On en a parlé du côté de l'Allemagne, de l'Angleterre, de l'Italie. Donc principalement de l'Italie avec l'Inter, qui est le premier vraiment très chaud à vouloir le recruter. Mais il y a aussi le Bayern Munich. Le Bayern Munich a eu un entretien avec les représentants de Luis Enrique, donc les agents. Et son prix est situé entre 30 et 35 millions d'euros selon l'OM qui réclame cette somme-là, le rend particulièrement intéressant pour le club allemand. Donc ils n'ont pas peur, les Allemands, ils veulent le recruter, pourquoi pas aux alentours des 30 à 35 millions d'euros. Ils mettraient cette somme-là si bien sûr ils sont toujours dans la course. Selon Plättigol, donc c'est Florian Pettenberg qui travaille du côté de Sky Allemagne. Donc on va suivre ça de très près. On ne sait jamais parce qu'il faut prendre des pincettes dans le mercato comme je vous l'ai dit. On peut dire que c'est bouclé du côté de l'Inter ou du côté d'un autre club, que ça ne se fait pas du côté de l'Inter et ça se fera du côté du Bayern. Donc mettons ça de côté et attendons de voir comment ça tourne du côté de l'Italie parce que si l'Inter ne veut plus mettre le pognon au dernier moment, ça sera le Bayern qui prendra peut-être Luis Enrique. Est-ce que c'est un bon choix? On s'en fout, c'est son avenir. On enchaîne avec Luis Enrique qui est suivi par l'Inter, on en a parlé, avec Di Marzio qui nous met l'information et l'Inter a pratiquement bouclé ou bloqué pardon Luis Enrique. L'Inter a quasiment bouclé cette fois le dossier Luis Enrique selon Di Marzio. Donc j'enchaîne les informations qui se recoupent. L'Inter aurait quasiment bouclé la venue de Luis Enrique pour la saison prochaine selon Di Marzio. Donc selon Di Marzio, derrière la tribune olympienne qui ne nous met pas Di Marzio, mais c'est toujours Di Marzio qui met la première information. Luis Enrique quasiment fait à l'Inter pour un tarif autour des 30 millions d'euros, bonus compris. Belle opération pour l'OM si ça se concrétise et je suis d'accord. 30 millions d'euros, même avec les bonus. Qui l'eût cru? L'eût cru? En début de saison, n'oublions pas, on l'avait acheté déjà il y a 5 ans. 4-5 ans, on va dire environ 8 millions d'euros en début de saison. Si on arrivait à faire un retour sur investissement sur ces 8 millions d'euros, on était quand même heureux. Et là, maintenant, on atteint les 30 millions d'euros. Alors certes, vous allez me dire, ouais, il a fait une énorme saison, Steb, il faut construire pour l'avenir, c'est vraiment un joueur phare de notre équipe. Sans déconner, c'est une seule saison, les amis. Et encore, on voit que par moment, ça laisse à désirer, hein. Voilà, là on voit en ce moment, alors il y a les transferts qui tournent autour de sa tête, les agents qui doivent lui en parler, peut-être que ça lui monte au bourrichon, comme j'en ai parlé dernièrement dans les dernières vidéos et les derniers lives, mais si il n'arrive pas à passer ce cap-là, d'être sérieux, même quand on parle de mercato ou même quand on parle d'autre chose, eh ben il n'a pas sa place à l'OM pour ma part. Il doit être un joueur construit, un joueur terminé. Pour l'instant, c'est un jeune joueur qui émerge une seule saison, en Ligue 1, voilà, ça fait deux sujets différents. Et même, il n'a même pas joué en Coupe d'Europe. Hein. Ouais, il n'a pas joué en Coupe d'Europe encore cette année. On ne peut pas savoir quel niveau il aura au niveau Ligue des Champions. Europa League, qui est au-dessus de la Ligue 1 pour moi. Donc, imaginons, je vous donne un autre scénario. Imaginons, on avait des matchs de Ligue des Champions cette année et on avait un Luis Enrique qui avait le même niveau en Ligue des Champions, c'est-à-dire qu'il n'était pas à 9 buts, toutes compétitions confondues, mais à 12 ou 15 buts. Là, je vous aurais dit, ah ouais, ça me dérange pour 30 millions, c'est faible. Parce qu'il a que 23 ans, il a prouvé au très haut niveau, c'est faible. Même s'il y avait ce petit doute sur la durée et la régularité dans la durée. Parce que
Il peut être un joueur d'épiphénomène, début de saison, il est bon. Cette saison, il est bon, mais l'année prochaine, il flanche. L'année prochaine, il flanche. Et on retrouve le Luis Enrique du passé qui hésitait et qui ne faisait pas les différences, comme on le voit actuellement. Voilà, qui prend plus de risques. Et on le voit plus trop tenter sa chance, essayer là. C'est mon avis. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ça serait un bon coup pour la fin de saison, pour faire une rotation d'effectifs, parce qu'on aura besoin d'argent pour recruter d'autres joueurs, pour faire un petit peu une rotation d'effectifs. Avec l'argent qu'on aura aussi de la Ligue des Champions, vous inquiétez pas qu'on aura de quoi recruter derrière. Donc on va voir maintenant l'information. Est-ce qu'elle est vraie ou pas, cette information? Est-ce que c'est vraiment bouclé ou pas? Donc selon Di Marzio, c'est l'information que tout le monde a recoupée. Regardez bien. Luis Enrique est un bon joueur. Marché des transferts, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions. C'est Marotta, le président de l'Inter, qui parle directement. Avant le match face au Bayern hier soir, les propos de Marotta avant le Bayern Munich. Luis Enrique, bon joueur, mais il y en a beaucoup qui sont dans nos annales, donc dans leurs recherches pour le recrutement de cet été. Il est sûrement trop tôt pour tirer une conclusion, nous dit le président de l'Inter. Notre prochain marché des transferts, pour construire une équipe gagnante, il faut des caractéristiques spécifiques. Il faut des profils variés, il faut rajeunir l'effectif, mais nous ne négligeons pas les joueurs expérimentés. Donc là, ça veut tout et rien dire, ça veut juste dire qu'il regarde des jeunes comme des anciens. Luis Enrique fait partie des jeunes, peut-être pour concurrencer, voire remplacer Dumfries sur le côté droit en tant que piston. Mais pour l'instant, il ne dit pas que c'est bouclé, que c'est ficelé. Il dit juste qu'ils sont intéressés quand même. On le sent qu'ils sont intéressés. Et vu comme l'info remonte à droite, à gauche, je pense qu'il y a du concret et je pense que vraiment l'Inter doit être proche de l'attirer du côté de Milan. Alors que ce soit avec le joueur, je pense que lui veut partir ou pas loin de partir parce que vu comme il joue en ce moment, à mon avis, il est plus la tête ailleurs qu'à l'OM. Et maintenant, c'est à l'OM et à l'Inter de régler la chose autour des 30 millions comme on a vu l'information juste avant. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de l'information de Di Marzio. Et qu'est-ce que vous en pensez du départ probable de Luis Enrique à partir du 1er juin, il partira. N'hésitez pas à me dire si vous êtes heureux, pas heureux, je sais pas. N'hésitez pas à revenir dessus. Allez, on enchaîne avec maintenant un autre dossier. C'est celui de Facundo Medina. On en a parlé il y a quelques jours. Qui devrait quitter Lens cet été, en fin de saison. Il lui reste encore 3 ans de contrat, puisqu'il est en contrat jusqu'en 2028. L'OM est attentif à sa situation, avec la possibilité de l'associer à Leonardo Balerdi. 2 Argentins, 3 Argentins avec Rulli derrière. Le club avait déjà tenté sa chance lors du mercato hivernal. On n'a pas réussi à le faire parce que ça coûte très cher. De nombreux clubs européens comme Crystal Palace, le Bayern Munich ou le Bayer Leverkusen plutôt et l'AS Roma sont également intéressés selon l'équipe. Maintenant, regardons un petit peu les profils des 2 joueurs, Balerdi et Medina, s'ils sont complémentaires. Et on peut voir que finalement, oui, ça peut être dans la complémentarité totale, à part dans les duels disputés aériens. Voilà, il y a ce petit point faible ici à droite. Je pense que ça peut être 2 joueurs complémentaires, en plus d'avoir la Grinta tous les deux, vu qu'ils sont argentins, en plus d'avoir, pourquoi pas, une possible revente à l'avenir, parce qu'il a que 25 ans. En plus, voilà, donc il y a beaucoup de choses. L'expérience en Ligue 1, il a joué 6 matchs en Champions League l'année dernière avec Lens. C'est un joueur qui apporterait un niveau supérieur par rapport à ce qu'on a derrière côté gauche, parce que, excusez-moi, mais Kondogbia, Cornelius pour l'instant, c'est inférieur à Medina. Voilà, j'espère ne pas me tromper s'il vient à l'OM. Mais en tout cas, ça coche toutes les cases comme il joue Data Skunt. Bon relanceur, agressif et doté d'un gros moteur. Il coche toutes les cases pour Roberto De Zerbi et le Vélodrome. Petite faiblesse au duel aérien, mais c'est une valeur sûre de la Ligue 1 depuis plusieurs saisons. Donc Medina, ça serait un bon coup pour l'année prochaine, bien sûr. Mais moi, personnellement, si je devais choisir entre Medina et qu'on investisse entre 15 à 20 millions d'euros, je pense que ça oscillera dans ce prix-là. Je préférais prendre un joueur comme Laporte, même si le salaire sera beaucoup plus élevé, ou alors un Boscagli. Un Boscagli, il y aura la prime à la signature à payer, mais le salaire ne sera pas non plus exceptionnel, puisqu'il ne touchait pas énormément du côté du PSV Eindhoven. Donc ça serait vraiment un bon coup pour l'OM si on prenait Boscagli, même si on n'en parle pas là. Là, je vous parle de Medina. Pour Medina, son profil, vous l'avez vu là, donc il est en contrat jusqu'en 2028. Le problème, c'est sa valeur, 25 millions d'euros. Donc comme je vous l'ai dit, ça oscillera entre 15 et 25 millions pour rester très large pour un transfert si ça doit se faire. Voilà du côté de Medina. Maintenant, on enchaîne avec un autre joueur qui est suivi, c'est Houssen Mido. L'OM est fortement intéressé par le fils de Mido. Mido, ancien attaquant de l'OM. Et Houssen Mido, et c'est son fils qui a que 16 ans, qui évolue au Zamalek. Donc ça serait pas pour être titulaire, ça serait pour incorporer dans l'équipe réserve et les jeunes. Il a 16 ans et c'est un attaquant. Selon son père et un ancien joueur du club, l'Olympique de Marseille surveille de près mon fils Houssen. Donc on va suivre ça de très près, on ne sait jamais s'il y a un nouveau Mido qui arrive
à l'OM. Autre chose pour le mercato, il n'y a pas grand chose en ce moment. On est au début des rumeurs, au début des informations. Juste pour faire un petit point sur Pogba, il y a des propositions. Il y a des propositions, il nous dit ça aujourd'hui du côté de l'équipe, qui viennent d'un peu partout. Je veux voir ce qui me convient le mieux, nous dit Paul Pogba. C'est une décision que je vais prendre le temps de sous-peser. Il faut d'abord que je reprenne mon rythme. En sélection, ce n'est pas vraiment le club qui compte, pardon, là il parle de la sélection. André-Pierre Gignac était dans l'équipe qui jouait, il jouait au Mexique, N'Golo Kanté était en Arabie Saoudite, ça va dépendre que de moi. Et après il parle de son passé du côté d'United, où il était un petit peu en crise totale, où il était presque en dépression, il perdait des cheveux et il était pas bien. Donc là, il est en train de sous-peser un petit peu, de savoir s'il y a un projet intéressant, peut-être à Marseille, en MLS, à droite à gauche. Pour l'instant, on ne sait pas où il va, mais voilà, on va suivre ça de très près, on ne sait jamais s'il vient, bien sûr, à l'OM. Concernant le mercato, c'est pas terminé avec Ludovic Paradinas qui va être démis de ses fonctions. C'est qui Ludovic Paradinas? C'est le responsable du scouting au sein du centre de formation de l'OM. Donc il devrait être démis de ses fonctions dans les prochaines heures, prochains jours. Merci BLOM pour l'information. Donc un nouveau responsable du scouting pour le centre de formation pour recruter d'autres jeunes qui pourront venir dans l'équipe pro. Voilà les amis, pour le mercato, c'est terminé. Maintenant on passe sur l'actu et on change avec une transition. On y va tout de suite? C'est parti. Alors comme vous l'avez vu, il y a Monsieur Macourt qui était dans la transition et Monsieur Macourt est venu du côté de Marseille. On l'a vu lors du match OM Toulouse, il était présent. Mais pour quelle raison il était présent? Est-ce que c'était vraiment pour voir le match un dimanche soir comme ça, manger du popcorn et rentrer à la maison aux États-Unis? Non, c'est pas pour cette raison-là. Il n'est pas venu voir un match de football, il s'en bat les steaks du football. Il est juste là pour autre chose et on va voir pour quelle raison. OM, passage dans le vestiaire, réunion avec Pablo Longoria, le récit de la visite de Franck Macourt à Marseille. Je vous ai mis tout en jaune tout ce qui était important. Voilà, tout ça, je lis pas. Arrivé dimanche matin dans la cité phocéenne, l'ancien patron des Dodgers de Los Angeles s'est d'abord rendu au campus où, en milieu d'après-midi, donc dimanche, il a suivi le succès des féminines, donc bravo aux féminines qui ont gagné 3-1 contre Nice, et discuté avec Stefano Petruzzo, le directeur général de la section féminine. L'occasion de rappeler que celle-ci compte beaucoup à ses yeux et que son club nourrit de réelles ambitions pour la suite. Donc il est intéressé, pourquoi pas pour la section féminine, à les faire monter en Division 1. Ils sont toujours à la course pour monter en Division 1, donc on va leur souhaiter de monter en Division 1 aux féminines. On enchaîne avec un soutien sans faille à Longoria. Après ce passage du côté de l'ancien stade de Le Cesne, il s'est entretenu avec Pablo Longoria, c'était encore dimanche, déjà présent sur place, et Mehdi Benassia, le directeur du football olympien. Premier échange avant un rendez-vous beaucoup plus long le lendemain, donc ce lundi matin, uniquement avec Pablo Longoria. On va voir ce qui a été dit pendant ce rendez-vous. Tout aussi heureux que les supporters avant d'aller au rendez-vous d'abord, il a vu les joueurs dans le vestiaire après la victoire contre Toulouse. Tout aussi heureux que les supporters au coup de sifflet final contre Toulouse, la victoire 3-2, il est alors descendu dans le vestiaire pour féliciter la bande à Kondogbia et échanger avec les joueurs. Un moment d'union sacrée bienvenue alors que l'OM a relevé la tête avant un déplacement crucial à Monaco samedi 17h. Cela montre qu'on est tous ensemble, apprécie-t-on d'ailleurs au sein du club, où tout le monde a compris que la qualification en Ligue des Champions était vitale. Il faut tous aller dans le même sens. Il est préoccupé par le conflit de la LFP avec DAZN. C'est surtout pour cette raison-là qu'il est venu, principalement à mon avis. Point de vue pépette. Et oui, parce que vous savez qu'il y a un conflit entre la LFP et DAZN pour les droits TV. Et c'est très important pour un petit peu voir comment ça se passe du côté de ces droits TV. Franck Macourt a vu Pablo Longoria, donc ce lundi matin à Marseille, en tête-à-tête comme prévenu ce lundi matin. Un rendez-vous qui a duré le temps d'un match, environ 90 minutes, durant lequel l'Espagnol et lui ont parlé de la situation du football français et des différentes options qui se présentaient en fin de saison selon l'issue du conflit entre la LFP et DAZN, le diffuseur officiel jusqu'à quand. Préoccupé par cet imbroglio qui aura forcément des conséquences sur le plan financier, le Bostonien est en tout cas en phase totale avec le président olympien et lui affiche son soutien sans faille. Donc il est à le soutenir à Pablo Longoria, même quand il a pété un câble comme est marqué là, quand bien même ce dernier a disjoncté à Auxerre il y a quelques semaines. Il le soutient absolument dans toutes les décisions qu'il prend. L'Américain, qui avait déjà fait part de son inquiétude aux dirigeants du foot français, est en tout cas en ligne avec les réformes engagées au sein de l'instance présidée par Vincent Laburne et espère que les soucis sur les droits TV se régleront au plus vite. Il en va de l'avenir du ballon rond dans l'Hexagone en France, mais aussi celui de l'OM. Et oui, c'est très important de voir où on en est, où on va. Parce que si on récolte, au lieu de récolter 100 millions d'euros, on va récolter 50 millions. C'est 50 millions de différence, ça va faire une grosse différence. Les Parisiens, ils s'en battent les couilles, eux, ils ont des moyens limités. Mais nous, on a besoin de ces moyens-là, ces moyens-là. Donc voilà du côté de la visite de Monsieur Macourt.
On enchaîne avec Pablo Longoria. On fait le point. Il a inauguré un stade du côté alors je sais plus où c'est exactement. Bon, c'est sur Marseille. Un stade en synthétique où c'est le 3e avec le partenariat Intersport. Ils remettent en forme, ils remettent en place et en fonction des anciens terrains qui sont pourris. Et ils les mettent tout joli, tout beau. Comme ça, tout le monde peut l'utiliser. Pablo Longoria s'exprime après la semaine agitée de l'OM et le succès face à Toulouse. À aucun moment, il n'y a eu désunion à l'intérieur. Et ce qu'il a voulu rajouter, c'est que bien sûr, face à Reims, on était tous énervés. Bien sûr, après toutes ces défaites, on était tous énervés. On a fait le point tous ensemble, mais il n'y a pas de désunion. Tout le monde va dans le même sens, va tirer dans le même sens pour atteindre les objectifs qui sont la Ligue des Champions. C'est ce qu'il a dit en plus détaillé notre cher président. Notre cher président, d'ailleurs, a été président, pendant 200 matchs déjà sous la présidence de Pablo Longoria. L'OM avait fait 101 victoires, 47 matchs nuls et pas 51 défaites, mais 52 malheureusement. Sinon, ça ferait 199 matchs. Droit au but qui s'est trompé. Voilà, donc un ratio plutôt honorable. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est négatif ou positif? On enchaîne avec... c'est quoi ça? Ah, l'arbitrage. Voilà, l'arbitrage pour Monaco. Benoît Bastien sera au sifflet samedi pour le déplacement à Monaco. Un arbitre qui nous réussit pas trop. Regardez les résultats. 38 rencontres de l'OM qu'il a dirigé. Les Marseillais ne se sont imposés que 9 fois pour 10 nuls et 19 défaites. Un bilan à pondérer, à prendre avec mesure parce que les matchs qu'il a arbitrés, c'était souvent des classicos. 8 pour être précis, dont 7 défaites et un match nul. Mais aussi lors du quart de finale de Coupe de France, de funeste mémoire, avec le match face à Annecy, on n'en parle pas. Bon bref, le bilan est meilleur cette saison puisque les 2 matchs qu'il a arbitrés, c'était 2 victoires. Le match à Brest, 5-1, mais surtout le match face à Lyon, où là, c'était vraiment tendu. C'est-à-dire que M. Bastien a exclu rapidement Leonardo Balardi pour des raisons fallacieuses, on va dire, et il a accordé un penalty aussi pour des raisons un petit peu bizarres. Il y avait un hors-jeu normalement sur l'occasion, mais Rouli a été là pour arrêter le ballon et pour donner la victoire à l'Olympique de Marseille. Et oui, 3-2. Voilà pour l'arbitrage, n'hésitez pas à me dire si ça va être un sujet important d'après-match contre Monaco, parce que ça peut l'être. Voilà, sur les gros matchs, avec cet arbitre-là, on a du mal. Allez, on enchaîne, et maintenant, allons voir un petit peu sur la compo. On va voir qu'on a des points forts, et on a des points faibles cette année. Cette année, on a la meilleure attaque depuis 1971-1972, selon StatOMP, donc selon les stats générales du club, mais la pire défense depuis 1984-1985. Donc on est très bon devant, très moyen, voire mauvais derrière. Voilà, après on a un gardien qui est énorme derrière. Donc regardez, qui je parle, c'est bien sûr lui. Geronimo Rulli sur Instagram, 6 finales et un objectif clair à aller l'OM. Et oui, l'objectif clair, c'est d'atteindre la Ligue des Champions. Donc on a un point fort, c'est notre attaque, avec les Greenwood, avec les Enrique quand il était en très grande forme, avec Gouiri quand il est disponible. Mais derrière, il y a le bas qui blesse. Avec la défense, on va en parler justement pour la compo. Il y a un autre bas qui blesse aussi en ce moment, c'est Louis. C'est lui, c'est pas Louis, c'est lui. Le match d'Ismaël Benasser selon la Provence. Après un départ séduisant face aux ogres angevins et stéphanois, l'Algérien ne cesse de décevoir. Celui dont on vante la qualité technique s'est encore montré imprécis, à moins qu'il ne visait les panneaux publicitaires. Guère plus rassurant sans ballon, où il traîne une condition physique douteuse. C'est vrai qu'il était en difficulté, hein. J'ai trouvé un petit peu mollasson, manquait un petit peu de conditions physiques. Alors après, il a toujours cette qualité de passe où il peut la délivrer à tout moment. On l'a vu 1 ou 2 fois la délivrer pendant le match, même face à Toulouse. D'ailleurs, le but de Greenwood, c'est lui qui fait la passe rapidement sur le coup de pied arrêté. Voilà, il a pris le risque de jouer rapidement sur Greenwood. Certes, elle était facile à faire, mais il a eu la justesse d'esprit de la faire. Voilà, au moins, il a eu la justesse d'esprit de la faire. Peut-être que d'autres ne l'ont pas fait. Donc Benasser est en difficulté, il n'est pas adapté encore peut-être au rythme de la Ligue 1, peut-être au rythme qu'impose l'entraînement avec De Zerbi, peut-être à l'adaptation du jeu prôné par De Zerbi. Il y a beaucoup de choses à mettre en place et n'oublions pas qu'il revient d'une grosse blessure avant et il avait à peine repris du côté de l'AC Milan avec 4 matchs à peine en début de saison, en début d'année pardon. Donc c'est un joueur qui revient tout doucement. Laissons-lui le temps. Moi, je ne vais pas non plus lui cracher dessus gratuitement comme ça. Je lui laisse le temps jusqu'à l'année prochaine, quand il aura une condition physique un peu plus certaine, quand il aura fait la préparation physique avec nous cet été. Et c'est l'année prochaine que je jugerai Benasser. Cette saison, pour l'instant, il y a de bonnes choses au début, il y a de moyennes choses au milieu et il y a de moyennes choses maintenant. Donc, il y a des joueurs qui vont revenir de blessures comme Højbjerg, on va en parler, comme peut-être Rongier qui va être titulaire, je pense que oui. Donc, il faudra aligner peut-être d'autres joueurs qui sont plus en forme, Højbjerg ou Rongier, on va voir ça dans la compo tout à l'heure. Donc, un joueur un petit peu en difficulté comme la défense. Et oui, la défense. Et la Provence nous voit encore avec cette défense-là, Amir Murillo, Derek Cornelius et Geoffrey Kondogbia qui devraient être reconduits dans la défense à 3 contre Monaco selon la Provence.
Alors cette défense-là, elle a été très très en difficulté face à Monaco, c'est le moins qu'on puisse le dire. Même Murillo a eu la difficulté, surtout en début de match. Après, plus le match avancé, je trouve qu'il a été un peu plus à l'aise. Mais en début de match, il a eu un peu de difficulté face à Magri. Voilà, il a mis une ou deux fois presque le cul par terre. De l'autre côté, ça a été carrément un carnage entre Babinka et Kondogbia. Oh putain, ça a été difficile, hein. Franchement, c'était presque un film de boule. À chaque fois qu'il y avait une accélération, à chaque fois qu'il y avait une balle en profondeur, ça passait. Nickel chrome dans le dos de Kondogbia. Et Cornelius, c'est un petit peu la même chose. C'est malheureusement deux joueurs qui ont la caravane au cul. Alors, certes, ils sont peut-être lents, mais ils peuvent peut-être compenser par leur placement. Je sais pas, jouer leur jeu ou jouer différemment. Voilà, donc en tout cas, ça manque un petit peu de justesse dans leur placement, de justesse technique, peut-être même dans leur relance parfois. Il y a un domaine où ils sont forts, c'est dans le jeu aérien. Au moins, on a ça. Voilà, au moins, on a ça. Même si sur le coup de pied arrêté, ils auraient pu peut-être prendre le dessus sur le but, même si le ballon était à mi-hauteur, voilà, je me trompe. Mais en tout cas, on a une équipe voilà, qui est un petit peu déboussolée parce qu'on a une bonne attaque, un milieu moyen et une défense moyenne, une très très moyenne. Donc en fait, on est fort devant, on est fort derrière. Et dans le cœur du jeu, c'est très moyen. Voilà. Actuellement, c'est ça. Voilà, c'est ça actuellement. Voilà, justement, on va enchaîner dans le cœur du jeu parce que, voilà, donc justement, avec cette stat-là, qui est très intéressante de Datascout, confisque le ballon, mais souffre sur chacun offensive adverse. Donc on a la possession de balle, que ce soit au milieu, derrière ou devant, mais surtout derrière et au milieu. Et derrière, quand on perd le ballon, voilà, on concède à chaque fois des occasions. C'est ce qui a marqué là dans la stat que vous voyez. Vous voyez qu'on a la possession moyenne, on est juste en dessous les Parisiens qui sont pratiquement à 68%. Nous, on est pratiquement à 65%. Mais derrière, plus c'est haut, plus ça veut dire qu'on concède des occasions. Donc on concède 2 fois plus d'occasions que Monaco, 2 fois plus d'occasions pratiquement que Toulouse, que Nice, et plus d'occasions que Lille, Lens et Rennes. Voilà, on concède beaucoup plus d'occasions. Et beaucoup plus que les Lillois, les Parisiens qui sont hors catégorie. Et à chaque fois, en plus, c'est des occasions franches. Voilà un petit peu qui compense avec la possession. Est-ce qu'on doit avoir moins le ballon et moins concéder d'occasion? Ça serait peut-être mieux, peut-être laisser le ballon aux adversaires. Mais De Zerbi ne veut pas le faire comme ça. Il ne veut pas l'entendre parler. Maintenant, regardons la lutte aux places européennes. Alors, je vous ai refait le point avec Marseille qui est bien sûr deuxième. Il nous reste encore 6 matchs, 6 finales, comme il a dit Rouli, avec le déplacement à Monaco, la réception de Montpellier, la réception de Brest, le déplacement de Lille, le déplacement au Havre, pardon, et la réception de Rennes du côté des Monégasques. Vous voyez leur petit calendrier qui me semble un peu plus compliqué parce qu'ils ont la réception de Strasbourg, ils ont la réception de Lyon et ils ont le déplacement à Lens, même si c'est pas un Lens très fort cette année à Bollaert. Mais c'est une équipe qui peut être compliquée quand même s'ils ont peut-être une place européenne d'ici la fin de saison à jouer. Je ne sais pas où ils sont exactement, combien de points, mais en tout cas, on ne sait jamais. Voilà du côté des calendriers. N'hésitez pas à me dire ce que vous voyez d'ici la fin de saison. Et on passe next. Pourquoi? Pour la composition d'équipe. Avant de partir sur la composition d'équipe, voyons faire le point sur les blessures en présence avec Mawissa qui sera suspendu du côté des Monégasques, Tézé qui est blessé, Ouattara blessure au mollet et Magassa blessure à la tête du côté des Monégasques. Du côté des Marseillais, on a Gouiri qui est incertain. Voilà, moi je le mettrais presque dans les présents. Balerdi qui est plus qu'incertain puisqu'il est absent jusqu'à la fin de saison. Normalement, je pense qu'on ne va pas prendre de risque sur Balerdi. Et Felipe qui est entre deux. Lui aussi, on ne sait pas s'il peut revenir ou pas ou quoi qu'est-ce. Et Blanco, les amis. Pas de Heuberg, pas de Harit qui peuvent être disponibles. Pas de Moumania qui peut être disponible apparemment. Donc on va enchaîner avec la compo qu'on va mettre en place ensemble. Alors je vous ai mis la compo pour l'instant qu'on a vue contre Toulouse. Voilà, la compo qu'on a vue contre Toulouse, elle est ici. Alors je vous la mets en plus gros. Hop. Voilà. Voilà la compo contre Toulouse. Donc c'était un 3-4-2-1 ou 3-4-3 comme on le voit. Avec Rouli au gardien, Kondogbia à gauche de la défense, problématique, Cornelius dans l'axe et Murillo à droite. Pour les pistons, nous avons Merlin à gauche et Henrique à droite. Pour les deux devant la défense, c'était Benasser et Rongier. Et devant, pour la création offensive, nous avons eu Greenwood et Rabiot derrière Neil Mopé. Alors, si on prend en compte les retours de blessures avec Gouiri qui est entre deux, je pense qu'il sera de retour de ce que je vois dans les réseaux et à droite à gauche. Donc, si un Gouiri est de retour, si on reste bien sûr dans ce 3-4-2-1, je vous fais ma compo rapidement, voilà, mais sûrement. J'enlève Mopé. Je remets Gouiri. Ok, on part de devant. Rabiot, Greenwood, je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Si on reste dans ce système-là, Merlin à gauche, j'ai trouvé qu'il a été pas mal contre Toulouse, je le laisse. Alors là, il y a un problème, c'est qu'avec Henrique, en ce moment, c'est pas oufissime, mais je le laisserai quand même pour donner de la confiance au moins en début de rencontre. Après, si à la mi-temps, il est dégueulasse, eh ben, je mettrai pourquoi pas Dedic ou un autre joueur.
Pour devant la défense, par contre, là, je changerai quelque chose. J'enlèverai Benasser, malheureusement, qui est un petit peu en difficulté, surtout physiquement. Et je remettrai donc Rongier sur la droite et Højbjerg côté gauche. Voilà ce que je ferai personnellement, si je devais changer quelque chose. Ensuite, point de vue défense. On va dire que Luis Felipe, il est out. On va dire que Balerdi est out. Il est out. Qu'est-ce qu'on a comme choix? On a Garcia, Lirola, terrible, ou on a Dedic. On pourrait mettre Dedic derrière, mais j'ai pas envie de prendre ce risque-là parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner dans cette défense à 3. Donc je remettrai les 3 qu'on voit ici, malheureusement, mais je changerai juste en mettant Cornelius à gauche et Kondogbia dans l'axe, parce qu'il est un peu plus tractorisant, on va dire, un peu plus lent Kondogbia, et Cornelius, peut-être sur le côté gauche, ça serait un peu plus, pas rassurant, mais moins problématique, pour ma part, au moins point de vue vitesse. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà la compo que je mettrai en place, s'il y a juste le retour de Højbjerg et de Gouiri. Bien sûr, s'il y a Luis Felipe, je l'aligne. Bien sûr, s'il y a Balerdi, mais il n'y a pas Balerdi parce que ça c'est sûr et certain, je l'aurais aligné. Après, il y a la solution aussi à Minarit. Mais comme De Zerbi, je sais pas à Minarit où il en est physiquement. Donc on va dire qu'il est un petit peu incertain. On va le laisser comme ça. Comme Jonathan Rowe, je sais pas si on peut le mettre derrière l'attaquant. Mais si on le met derrière l'attaquant, il faut enlever Rabiot ou Greenwood. Et j'ai pas envie d'enlever un des deux. Donc on va laisser la compo comme ça. Si on doit partir en 3-4-2-1. Maintenant, voyons voir avec une défense à 4. Alors la défense à 4, en début de saison, on avait un 4-2-3-1. C'était pas un 4-3-3. Je pense que si De Zerbi change de compo, s'il met une défense à 4, il partira sur un 4-2-3-1. Il ne partira pas sur un 4-3-3. Ça, c'est mon avis. Après, je vais vous mettre maintenant un 4-2-3-1. Alors, 4-2-3-1, comment on pourrait le mettre? Alors, Kondogbia, j'ai envie de l'enlever. J'ai envie de mettre Murillo dans l'axe. Cornelius à ses côtés, pour mettre vraiment un défenseur central à sa place. Merlin, on le descend d'un cran pour le mettre dans la défense à 4. Et on va incorporer maintenant Dedic. Eh oui, parce que j'ai pas envie de voir Lirola. Donc, devant la défense, on va laisser les deux Højbjerg et Rongier. Ça bouge pas. Malheureusement, le numéro 10, ça va être Rabiot, je pense. Greenwood à droite et Henrique à gauche. Voilà ce que ça devrait donner en 4-2-3-1. Alors après, le milieu de terrain va beaucoup bouger. Ça peut être un 4-3-3 si vous voulez. On peut faire aussi dans ce sens-là où Højbjerg sera en point de basse, Rongier un cran plus haut et Rabiot sur le côté gauche, bien sûr. Mais ça bouge. Mais le 4-2-3-1 que mettrait en place De Zerbi, ça serait plutôt dans ce sens-là, je pense. Voilà, un cran plus haut pour Rabiot qui sera un joueur libre. Un joueur libre derrière Gouiri et entre la zone Højbjerg Henrique et la zone Rongier Greenwood. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà les amis, je pense avoir fait les deux compos que j'avais envie de vous montrer. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous aurez fait une autre compo, n'hésitez pas à me la donner dans les commentaires. On en refera une dans l'avant-match quand on fera un live ensemble, je pense. Voilà, maintenant, on enchaîne avec les autres informations et on y va tout de suite avec ceci, cela que j'avais envie de vous faire écouter. N'hésitez pas à écouter, c'est maintenant, c'est tout de suite. Écoutez bien Adrien Rabiot ce qu'il dit. Allez, on a assez parlé les gars, on a assez parlé. Si on réagit pas là, c'est qu'on n'est pas fait pour ça les gars. Voilà, ça c'est vraiment un discours de leader et c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut dans les vestiaires. Voilà, je voulais juste vous le remontrer pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Et maintenant on enchaîne pour le côté léger de la fin de vidéo avec une information que vous vous en foutez carrément dans l'actualité. C'est la Kings League. Je vous avais dit que j'allais vous tenir au courant de savoir un petit peu si c'est bien ou pas. Alors j'ai regardé le match en entier de l'équipe Wolfspack contre l'équipe Panam, je sais plus, All Star, je sais plus comment il s'appelle, l'équipe à PFUT. Et malheureusement, l'équipe qui est en partenariat avec l'OM a perdu 5-2. Alors les règles, franchement, c'est assez compliqué à comprendre, mais franchement, c'est sympa. Ça bouge beaucoup. Alors pour l'instant, c'est pas assez au point à mon goût, mais c'est sympa à suivre. Je vais suivre quand même ça de très près et je vous tiens au courant au fur et à mesure du temps qui avance. Donc là, vous voyez que bon, avec la défaite 5-2, le classement, ils sont 6e sur 8. La prochaine journée, ça sera un Génération 7 contre Wolfspack à 16 h ce dimanche. Donc on suivra ça de très près ensemble, pourquoi pas. Et voilà, donc pour les prochaines journées, on verra ça ensemble. L'équipe que va affronter donc l'équipe de Rami, voilà, qui concerne l'OM, ça sera l'équipe à Michou. Alors Michou, avec un entraîneur qui s'appelle Monsieur Djibril Cissé. C'est un traître. Donc il jouera contre l'équipe de l'OM, Djibril Cissé. Peut-être qu'il jouera, je ne sais pas si l'entraîneur peut jouer, en tout cas dans les règles. Et il y a un joueur que je me demande si c'est vraiment lui. Regardez en bas, il y a marqué Paul Georges Ntep. Alors je ne sais pas si c'est vraiment Paul Georges Ntep. Du passé, il est né en 92, il y a marqué, j'ai regardé sa fiche. Et il y a Dries Zidane, est-ce que c'est la famille à Zidane? Je ne sais pas, en tout cas. Voilà l'équipe que va affronter l'équipe de Adil Rami. Voilà les amis, je reviens sur le grand écran. Et j'enlève l'intro, parce que l'intro elle est déjà passée. Et n'hésitez pas encore à liker, disliker, abonner, cloche et tout le tout team.
En tout cas, voilà, les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de l'info et de la rumeur transfert sur Luis Enrique qui partirait du côté de l'Inter. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de la compo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tous les sujets. Et n'oubliez pas, c'est grâce à vous que j'existe. Alors donnez-moi de la force. Donnez-moi de la force. Ok? Allez, on enchaîne avec quoi? Vive le foot chez Sabache Foot. Et surtout, allez l'OM!